Je me suis longtemps demandé comment j'allais faire pour vous annoncer l'ouverture de ma boutique en ligne d'aquarelle originale, et je me suis dit que la meilleure façon de faire les choses, ce serait de faire ce que j'essaye de faire pour toutes mes vidéos, c'est-à-dire de, plutôt que de faire juste de la promotion, essayer de vous apporter un maximum d'informations et de trucs intéressants. Du coup, me voici aujourd'hui à essayer de vous raconter ce que c'est finalement, lorsque on n'est pas spécialiste, de créer une boutique en ligne le moins cher possible et le plus simplement possible. Avant de me lancer dans la création d'un site web complètement de zéro pour pouvoir vendre mes aquarelles, j'ai bien sûr commencé par la solution qui me paraissait la plus facile, la plus simple et la plus évidente, une sorte de proof of concept, c'est-à-dire ouvrir une boutique Etsy. C'était la solution finalement la plus clé en main pour pouvoir voir si, à l'ouverture de cette boutique, je vendais quelques aquarelles et si ça valait le coup de faire quelque chose par la suite d'un petit peu plus sérieux. Etsy est d'une simplicité redoutable, il faut l'avouer. Ça m'a pris à peine 5 minutes, je crois, à l'époque, pour créer la boutique. Et finalement, le plus long, c'est une activité que je fais toujours aujourd'hui, c'est-à-dire prendre en photo mes créations et écrire les fiches produits. Et forcément, ça prend un petit peu de temps. Mais quel que soit le type de boutique, la plateforme est globalement plutôt bien conçue et facile d'utilisation, ce qui était un peu tout ce que je voulais. Et je dois bien reconnaître que je crachais pas non plus sur le petit peu de visibilité sur mes produits que leur moteur de recherche apportait. Globalement, mon expérience d'Etsy personnelle a été plutôt bonne. Mais par contre, j'ai décidé de pas continuer avec Etsy. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, chaque fiche produit coûte par mois quelques centimes au-delà des 10 premières fiches. En soi, ça c'est pas bien grave. Si ce n'est que lorsque, comme moi, on ne vend que des originaux et que donc du coup on a beaucoup de fiches produits, et ben ça finit par s'additionner. En plus des frais pour chaque fiche produit, Etsy prend aussi des frais, une commission sur chaque vente effectuée sur le site. Et soyons clairs, c'est tout à fait normal. Après tout, ils ont un site à maintenir, une plateforme à développer, des bénéfices à faire. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'ils prennent une commission. Ils m'apportent du trafic, ils gèrent toute la plateforme de paiement. C'est normal qu'ils prennent une commission. Je trouve ça tout à fait logique. Par contre, lorsque sur une vente de 50 €, ils me prennent 6,80 € de commission, ça représente quasiment 14%. C'est énorme, c'est autant quasiment que ce que je lui ai donné à l'URSSAF. Et d'autant plus que finalement, la plupart de mes ventes venaient de mes propres réseaux sociaux et pas de la plateforme Etsy. Du coup, ça me faisait un petit peu mal au cœur, je trouvais ça un petit peu excessif. En tout cas, moi, le fait d'être sur Etsy ne m'apportait pas suffisamment de ventes pour que je me dise que cette commission vaille le coup. Et soit dit en passant, ces dernières années, cette commission ne fait que gonfler, et nous n'avons aucune garantie qu'elle ne va pas continuer à gonfler. Et ça me pose problème aussi, de pas avoir de garantie, de pas avoir de vision d'avenir. Ensuite, j'ai beaucoup de mal avec la politique commerciale d'Etsy ces temps-ci. Je vous explique. Depuis quelque temps, Etsy encourage les créateurs à proposer des produits avec les frais de port gratuits. Oui, mais voilà, les créateurs, ils ont forcément besoin de répercuter ces frais de port quelque part. Donc ce qu'ils vont faire, et c'est tout à fait normal, c'est qu'ils vont augmenter artificiellement les prix de leurs produits pour intégrer ces frais de port, qui seront donc en apparence gratuits, mais que le client paiera quand même, ils seront juste dissimulés. Déjà, je trouve pas ça très honnête. Tout le monde sait qu'un petit créateur n'a pas les trésoreries et les infrastructures d'Amazon et ne peut pas donc réellement offrir les frais de port. À un moment ou à un autre, il faut forcément les faire payer à quelqu'un. Et le petit créateur, qui est quand même le créateur de boutique d'Etsy de base, ne peut pas se permettre de les offrir. Et ça, moi, je trouve ça injuste pour mes clients. Parce que, en fait, quel que soit le pays où vous allez vous trouver, moi, pour pouvoir être rentable, je vais être obligée d'intégrer dans mon prix de vente les frais de port les plus élevés possibles. Ceux que, admettons, je vais avoir lorsque je vais envoyer en Australie, par exemple. Ou alors, il va falloir que je me limite à la France, et du coup, je me prive de vente à l'international. Et donc, du coup, ça veut dire que si vous me faites une commande sur Etsy avec frais de port gratuits, mais que vous êtes en France, vous allez payer des frais de port pour l'Australie. C'est pas très juste. Et en plus, si jamais vous aimez vraiment beaucoup mon travail et que vous me commandez plusieurs produits à la fois, ça veut dire que sur chacun de ces produits, vous allez payer les frais de port séparément. Ils seront dissimulés dans le prix de vente, mais ils seront bien présents. Au lieu de payer 3 produits à 45 € et de payer 5 € de frais de port, vous allez payer 3 produits à 50 €, dont les frais de port de 5 € seront dans le prix des produits, et donc, en réalité, vous paierez 15 € de frais de port. Tout ça parce que Etsy veut que les petits créateurs sur Etsy
puisse concurrencer des offres comme Amazon qui font des offres frais de port gratuits. Mais encore une fois, même Amazon, les frais de port gratuits sont pas vraiment gratuits, vous les payez d'une façon ou d'une autre. Et si je refuse que j'ai décidé d'agir de manière éthique envers mes clients et que je continue à avoir des produits à un prix juste et à rajouter des frais de port, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Etsy va me punir. Et comment est-ce qu'ils me punissent? En me baissant dans leur référencement. Référencement qui est, encore une fois, l'argument principal qui fait que je resterai potentiellement sur Etsy. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Et donc, me voilà à faire la plupart de mes ventes par Instagram en direct avec mes clientes en envoyant mon RIB par mail, ce que je trouve moyennement sécurisé, à me dire qu'il faudrait vraiment que je bouge d'Etsy rapidement parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une boutique Etsy qui soit à mon nom bien référencée sur Google. Le but, c'est que j'arrive à faire une boutique à côté qui soit bien référencée sur Google, histoire de pouvoir me passer du référencement Etsy. Et donc, je fais quoi maintenant? Clairement, je veux pas que cette histoire me coûte cher. Par contre, avec le confinement, j'ai pas mal de temps devant moi. Donc du coup, j'oublie directement toutes les solutions payantes clés en main type Squarespace. J'ai jamais essayé, si ça se trouve c'est très bien, mais en l'occurrence, j'ai pas envie de dépenser cet argent dans une boutique qui va peut-être pas me rapporter grand chose. J'ai du coup pas testé les options payantes et j'ai directement décidé de mettre les mains dans le cambouis pour fabriquer mon chez-moi à moi bien custom. Alors, je dois dire que le web design et le code c'est pas du tout mon métier, mais par contre, je crée des sites internet pour le plaisir depuis 1999, donc ça fait plus de 20 ans. Et donc du coup, même si c'est pas ma profession, je suis un petit peu familière avec la manière dont tout ça fonctionne. Par contre, j'ai vraiment pas envie de mettre le nez dans le code, j'ai horreur de ça. J'ai donc décidé de me tourner vers la solution que je connais le mieux et qui est selon moi la plus simple, en tout cas celle que je sais utiliser, c'est-à-dire un WordPress auto-hébergé. Le nom de domaine, je le payais déjà, ça me coûte une dizaine d'euros par an à peu près. Et quant à l'hébergement, j'ai la chance d'avoir la possibilité d'être hébergé à la maison par un sympathique hébergeur qui ne me coûte que quelques fournées de cookies par an et mon éternelle reconnaissance. Donc ça, c'est bon. J'installe donc un WordPress sur mon hébergement. Comme d'habitude avec WordPress, ça me prend 5 minutes, ça va très vite. Et là, je regarde un petit peu les plugins de e-commerce, et le plus connu s'appelle WooCommerce, c'est donc ce que je décide d'utiliser. Il a une version gratuite et une version payante. Pour le moment, je reste sur la version gratuite. On verra par la suite si la boutique se développe, si je vais avoir besoin ou pas des options payantes, mais pour le moment, ça me suffit. J'installe aussi les habituels plugins recommandés. Je suis pas du tout une spécialiste de tout ça, donc du coup, si vous voulez des informations plus précises sur la technique vraiment, je vous invite à faire une recherche sur le site de quelqu'un qui sera un petit peu pointu là-dessus. Moi, c'est pas mon cas. Je choisis un thème un peu joli et qui soit compatible avec le plugin de e-commerce. Je change mon logo, quelques couleurs, un petit peu des typographies. Et là, je me retrouve avec un truc simple, propre, à peu près dans les couleurs que je voulais. Ça me suffit. Dans un premier temps, ce sera amplement suffisant. Et voici arrivé, enfin, la tâche la plus longue et rébarbatrice, qui est la même que sur Etsy d'ailleurs. Faire les fiches produits. Ah bah clairement c'est un métier et c'est pas le mien, mais bon, on va quand même essayer de se débrouiller. Déjà, le truc que je sais faire, en théorie, prendre des photos de mes produits. Eh ben c'est pas si facile. Il faut qu'on voit bien les produits, que les couleurs soient justes, que les photos soient attrayantes, c'est pas si simple. J'avais commencé par faire toutes les photos sur un fond gris foncé, en me disant, vu que mes aquarelles sont plutôt lumineuses et claires, et avec de la couleur, le gris foncé va être neutre, mais suffisamment contrasté pour mettre en valeur les couleurs. Alors oui, ça mettait en valeur les couleurs, mais par contre, une fois toutes les fiches produits ensemble sur la même page, c'était déprimant. Donc du coup, après avoir passé des heures et des heures à prendre ces photos et à les retoucher, et à les recadrer, etc., j'ai tout jeté et j'ai recommencé pour faire des photos qui soient plus lumineuses et plus mises en scène, plus sympas. Heureusement, cette deuxième fournée de photos est nettement mieux. Ouf, on reste là-dessus. Ensuite, pour le contenu en lui-même des fiches produits. Trouver un titre, pas si facile. Réfléchir, retrouver les matériaux utilisés, le type d'aquarelle, le type de papier, les dimensions, etc. Tout indiqué bien comme il faut sur chaque fiche produit. D'ailleurs, rappel à moi-même, essayez d'arrêter de changer sans arrêt de papier et aquarelle et de rester sur des choses classiques et standards, ou plus exactement toujours sur le même pour que j'ai pas à avoir 26 types de fiches produits différentes.
parce que j'aurais aimé pouvoir copier-coller plus de choses et ne pas avoir à me taper les, je sais plus, 40 fiches produits à mano, une par une, à vérifier à chaque fois sur quel type de papier j'ai bien pu faire celle-ci. C'était pas terrible. Parce que oui, bien évidemment, les photos, la fiche produit, les matériaux, les dimensions, tout ça répété 37 ou 40 fois par produit. Parce que évidemment, quand on vend des originaux, il faut une fiche produit par original. Ça fait beaucoup. Pour m'aider à rédiger tout ça, j'ai installé un plugin dont je me servais déjà sur mon blog qui s'appelle Yoast, je sais pas trop comment on prononce, qui est un plugin de SEO. Il me permet de réussir à calibrer un petit peu mes fiches produits pour qu'elles soient, on va dire, Google friendly, qu'elles puissent être référencées au mieux dans Google. Ce sera pas idéal, bien sûr, je suis pas spécialiste du SEO, c'est pas mon métier, mais si déjà je peux être à peu près calibré correctement, c'est toujours ça de prix. Et de toute manière, je suis très réaliste, la plupart de mon trafic viendra de mes réseaux sociaux, il faut pas trop que je compte non plus sur le référencement naturel, d'autant plus que mes produits sont uniques et que donc les fiches produits sont amenées à disparaître régulièrement. Et oui, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, parce que être bien accueilli par Google, ça devient super important dès l'instant où on dit adieu au référencement Etsy. Forcément. Pour toute la partie tunnel de paiement, j'ai décidé là encore de faire au plus simple. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai pas mis en place de solution de paiement directement sur mon site, tout sera fait sur PayPal. Alors, vous pourrez, si vous avez envie de me commander quelque chose, payer via carte bleue sur PayPal sans avoir de compte PayPal, mais par contre, tous les paiements se font chez eux, et vu que PayPal est quand même plutôt bien sécurisé maintenant, ça devrait bien se passer. Et ça m'évite d'avoir à gérer les problématiques de numéro de carte bancaire qui transite par mon site, de choses comme ça. C'est plus simple pour le moment. Peut-être que par la suite, si jamais mon site se développe et que je gagne suffisamment pour pouvoir faire appel à quelqu'un dont c'est le métier de mettre en place des boutiques en ligne, j'intégrerai une solution de paiement au site, mais ça, ce sera pas pour tout de suite. Donc, ça me fait ce souci en moins, clairement, ça me soulage, mais par contre, bien évidemment, PayPal va me prendre une commission sur les ventes. Après, cette commission, elle va être d'environ 3,6%, ce qui, comparé aux 14% de Etsy, reste toujours très intéressant. Donc, financièrement, je m'y retrouve encore. Sinon, le truc casse-pied aussi, ça a été de rédiger la page au sujet de la RGPD, la gestion des informations personnelles, etc. La page de conditions de vente, tout ça, c'était pas hyper évident, mais j'ai trouvé des modèles sur internet que j'ai modifiés selon mes propres conditions de vente, en sachant que pour faire les choses les plus simples possibles, de toute façon, pour le moment, je n'enverrai qu'en France. En plus, avec le Covid, les envois internationaux, c'est compliqué, donc ce sera plus simple pour le moment. J'ouvrirai certainement par la suite. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes en Europe, à l'étranger, etc., que vous voyez cette vidéo, que vous avez envie de me commander quelque chose, déjà merci, c'est super sympa. Et envoyez-moi un mail, en fait. Ce sera le plus simple, on pourra toujours trouver une solution et s'arranger. Mais j'avais pas envie, dans un premier temps, d'automatiser les envois internationaux. L'autre truc, ça a été de gérer les taxes. Ma boutique est en auto-entreprise, donc pour le moment, pas de TVA. Je ne suis pas soumise à la TVA, c'est plus simple comme ça. Voilà, ça règle le problème. Mes prix sont non assujettis à la TVA, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Oui, et sinon, étant donné que mes produits sont uniques et que du coup, si jamais il y a un problème d'expédition, que c'est perdu, abîmé, etc., je ne peux pas les renvoyer, du coup j'ai pris la décision de ne proposer que des envois suivis. Ça coûte à peu près 5 € pour un format A4 d'avoir une enveloppe rigide et un envoi suivi. J'estime que par rapport au fait que mes produits soient uniques, ça vaut le coup, je laisse pas le choix, tant pis, mais je serais mal à l'aise à l'idée d'envoyer une aquarelle où j'ai passé du temps, de l'énergie, et qui est un truc qui est sorti de moi quelque part, et de l'envoyer comme ça à l'arrache, sans une enveloppe de bonne qualité, et sans suivi surtout. Donc du coup, tous les envois seront suivis, ça évite d'avoir plein d'options de livraison différentes, c'est plus simple aussi. Du coup, j'ai juste mis en place des prix de livraison selon les formats, finalement. C'est tout. Et donc, me voilà, après quelques tests pour vérifier que tout fonctionne bien comme il faut, pour le jour de la grande ouverture de ma boutique. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée de faire cette vidéo, mais contente aussi. J'ai un peu la pression, je dois bien l'avouer. J'ai un peu l'impression de m'être jetée dans le grand bain et de plus avoir la bouée Etsy pour m'aider à nager, mais en même temps je suis super contente d'avoir fait ça dès maintenant, avant d'avoir trop d'attaches avec Etsy et de pouvoir créer un truc à moi-même. Je trouve ça vachement plus
valorisant et plus personnel. Et comme ça, vous allez vraiment venir chez moi, quelque part. C'est le truc le plus proche que je puisse avoir sans avoir de boutique physique, quelque part, pour le moment. Donc je trouve ça plutôt chouette, et je suis contente. J'espère que ma boutique va vous plaire. N'hésitez pas à aller la visiter et à me dire ce que vous en pensez. L'URL n'est pas compliquée, je vais d'ailleurs vous l'écrire juste en dessous. C'est studio-cyanotype.fr. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de ne pas faire juste ma promo gratuite, mais d'essayer de vous apporter quelques informations sur comment est-ce qu'on peut réussir à ouvrir une boutique sur internet sans être du tout une pro du web. Si vous avez des questions sur la boutique, sur la technique, etc., ou des suggestions même, n'hésitez pas, les commentaires sont juste en dessous et ils sont faits pour ça. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager sur vos réseaux sociaux, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur ma boutique, sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!